Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Chers collègues, je suis professeur Bahi Halima de l'Université de Annaba et je suis très contente de partager avec vous ce bout de chemin de votre parcours de formation sur la thématique du cahier des charges et de la feuille de route dans l'action de formation. Cette présentation a le plan suivant. Donc d'abord une introduction en termes d'un retour sur l'arrêté 932 qui fixe les modalités d'accompagnement pédagogique au profit de l'enseignant-chercheur nouvellement recruté. Une introduction au cahier des charges de manière générale. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet qui est le cahier des charges dans l'action de formation, suivi d'une présentation de l'atelier et des modalités de restitution. Dans une seconde vidéo, nous verrons la feuille de route, l'atelier, la restitution et je finis cette présentation par une introduction des indicateurs et du tableau de bord. Donc d'abord, l'arrêté qui fixe les modalités de la formation. Donc, il y a deux éléments qui nous intéressent directement. Donc c'est le tableau des compétences et le voici, et là le tableau qui est défini un petit peu, qui donne une idée sur le thème que l'on va voir aujourd'hui, qui est le cahier de charge et la feuille de route dans l'action de formation. Alors, les objectifs de ce thème-là, c'est d'apprendre à la confection, de mise en place et de pilotage. L'action 1 étant de comprendre l'utilité des cahiers de charge et des feuilles de route pédagogiques et didactiques. L'action 2, c'est le montage de guides pédagogiques en conformité avec les objectifs des matières enseignées. Et enfin, la mise en place des moyens pédagogiques techniques humains en lien avec le cahier de charge pédagogique. Alors, la compétence 6, c'est apprendre le travail collaboratif dans les comités pédagogiques et les équipes de formation. Nous allons essayer de voir ce qu'est un cahier de charge de manière générale et ensuite le cahier de charge, donc, plus particulièrement dans l'action de formation. Alors, on peut définir le cahier de charge comme étant un document. Donc, d'abord, le cahier de charge, c'est un document. Avant tout, c'est un document qui est essentiel à l'élaboration et la réalisation d'un projet. Là, on a encore, donc c'est un document qui est essentiel pour deux phases qui sont l'élaboration, ensuite la réalisation d'un projet, un projet quelconque. Il permet de formaliser les attentes et les besoins du donneur d'ordre, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, de manière exhaustive, c'est-à-dire on va donner le maximum de détails. C'est en fait un document par lequel le demandeur exprime son besoin, ou celui qui est chargé de le faire, en termes de fonction de service. Alors là, souvent dans le monde réel, les cahiers de charges, c'est plus des cahiers de charges fonctionnels, donc qui traduisent des fonctions de service et des contraintes. Pour chacune d'entre elles, c'est-à-dire pour chacune des contraintes, sont définis des critères d'appréciation et leur niveau. Alors, pourquoi je voudrais bien parler, ou bien j'ai bien voulu aborder le cahier de charges, donc je continue. En fait, je voudrais bien parler du cahier de charges de manière générale parce que l'université, bien que la thématique, c'est le cahier de charges dans l'action de formation, ce qu'on va voir de manière exhaustive. Mais c'est bien d'avoir une idée sur le cahier des charges de manière générale parce que l'université est amenée tôt ou tard à interagir avec le monde ou son environnement socio-économique. Et souvent, on aura affaire, pour moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse, plutôt le cas de figure où on aura à répondre à des offres. Donc, on se positionne comme des pourvoyeurs de services. Alors, le cahier de charge est très utilisé dans de nombreux domaines, tels que la réalisation d'un produit. On peut tout à fait imaginer qu'on demande à l'université de réaliser un produit, un projet web, le suivi d'un bâtiment, que sais-je. Ces fonctions sont multiples, c'est-à-dire les fonctions d'un cahier de charge. D'abord préciser, donc dans un cahier de charge, on doit préciser et définir les objectifs et la finalité du projet. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, quel but? Détailler le contexte du projet. Donc, les contraintes techniques, les parties prenantes, les exigences particulières, la charte graphique, le livrable attendu, ainsi de suite.
Répertorier l'ensemble des besoins et des caractéristiques, identifier les contraintes, les intervenants et les interactions. Donc, quand quelqu'un, donc là, je me positionne dans le cas où je vais répondre à une offre. Donc là, il faut bien lire le cahier de charge avant de répondre à l'offre. Il faut bien voir les contraintes. Assembler l'ensemble des éléments. Donc, parmi les fonctions d'un cahier de charge, c'est assembler l'ensemble des éléments dans un même document afin que chaque intervenant dispose des mêmes informations. Donc là, juste une petite remarque. Imaginons que l'on nous demande de faire la réhabilitation ou bien, comment on appelle ça, c'est pas vraiment la réhabilitation, hein, donc des anciennes bâtisses, la rénovation, voilà, la rénovation d'une bâtisse. Et à ce moment, il y a un plombier, il y a un peintre, il y a un électricien, donc il y a un maçon qui interviennent, il y a un décorateur. Donc tous ces gens-là, ils doivent avoir un point où ils pourront se retrouver, c'est au niveau du cahier de charge. Leur point de chute, c'est le cahier de charge. Alors, ça permet aussi, le cahier de charge permet de répartir les charges et les missions de chaque intervenant et faciliter les consultations pour une mise en concurrence des différents prestataires. Là, voici un exemple de cahier de charge de manière générale. On y retrouve le contexte, les objectifs. Bon, après, il y a les délais, il y a l'enveloppe budgétaire. C'est des éléments qui sont très importants. Donc, je reviens maintenant sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le cahier de charge dans l'action de formation. Alors, on le définit comme le document contractuel fixant les modalités d'exécution d'une action de formation. Ce document contient des éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels pour atteindre des objectifs déterminés. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une action de formation, je dois savoir exactement quel est mon objectif. Je ne forme pas comme ça pour faire un cours ou non. Je sais ce que je vise. Un cahier de charge dont l'action de formation s'articule autour de 4 éléments essentiels. Donc, le contexte, les objectifs, le public cible et les informations sur la mise en œuvre de la formation. Je vous donne un exemple. Donc, ça, c'est l'exemple d'une entreprise qui soumet, donc il y a un cahier de charge et qui a fait un appel d'offres. Donc, imaginons que nous, en tant qu'université, on va répondre à ce cahier de charge-là. Le cahier de charge, il a été fait. Donc, d'abord, le cahier de charge, c'est dans l'action de formation, d'une action de formation pour des nouveaux chargés de PAO, InDesign, Illustrator. PAO, donc, c'est publication assistée par ordinateur. Et ça, le rappel du contexte est très important. C'est l'Opus qui fait ou qui a mis qui fait cette offre, qui demande cette offre-là, qui demande ce service-là. C'est le donneur d'ordre finalement. Donc l'Opus, c'est l'Office des publications universitaires et scientifiques. Donc là, c'est un office purement, j'ai purement imaginé. Hein, et le nom m'a plu. Et puis je me suis inspirée de notre pays. Donc c'est un office qui est une maison en fait d'édition basée à Annaba. L'ensemble des missions et prestations fournies par donc là, ils vont décliner, ou l'Office va décliner l'ensemble des prestations qu'il fait. Et puis, donc, il nous dit à ce titre, et donc, c'est important, là, l'Office de publication universitaire scientifique est mis en œuvre dans le respect du principe de service public en vue d'améliorer la qualité de l'acte pédagogique et de la recherche scientifique. Elle se décide à partir d'une structure des prix permettant l'accès à l'ensemble. Donc là, on est plutôt dans l'esprit du service public. C'est un petit peu ça aussi la mission de l'OPU. Mais là, on est sur notre opus. Alors, notre opus est chargé d'eux, donc il nous dit, et là, il cite l'ensemble de leurs missions. Et puis, donc, c'est très important de lire le contexte, parce que vous vous situez, donc, imaginons qu'il y a une start-up ou bien une école qui veut soumissionner, et puis à l'université. Donc, si vous êtes université, par exemple, il faut bien lire le contexte. Quand je vois le contexte, quand je vois que c'est un service, c'est-à-dire, ils sont plutôt dans le service public, c'est-à-dire que leurs prix ne sont pas très élevés. C'est-à-dire que mon offre, ma soumission, moi aussi, ne doit pas être très élevée. Et peut-être que je pourrais aussi profiter de ce qu'ils proposent. Je vois ici, ils disent, il y a l'édition, donc parmi leurs missions, on trouve l'édition des séries de conférences majeures. Donc ça, c'est quelque chose qui peut intéresser l'université et on peut trouver un accord. Donc c'est pour ça que le contexte est très important. C'est très important de lire le contexte du demandeur ou du maître d'ouvrage.
Alors, le public visé, à qui je dois donner? Le public visé dans une offre de formation est très capital parce que c'est ce qui me permet d'adapter ma formation. Alors là, on nous dit que ce sont les nouveaux chargés de PAO des délégations régionales qui participeront à ces formations. Regardez, c'est des chargés de PAO, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà le domaine de la publication assistée par ordinateur. Et c'est des gens qui ont été recrutés, donc l'OPUS, pardon, les a sélectionnés, ils ont été recrutés, donc c'est des gens qui sont compétents. Ils sont déjà en place. C'est des délégations régionales, c'est important aussi d'y penser, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de loin, ils ne sont pas tous sur place. Donc, quand vous faites leur offre, votre offre, il faut, eux, ils déclinent en fait leurs conditions, leurs contraintes tout à fait bien, mais il faut lire entre les lignes, parce que ça veut dire que les gens ne sont pas tout le temps disponibles, hein, parce qu'ils viennent de loin. L'objectif, parfois dans des cahiers de charges, il faut lire entre les lignes. Il y a d'autres cahiers de charges qui sont vraiment très explicites, c'est-à-dire qu'ils ne vous piègent pas. Les objectifs ici, donc à l'issue de la formation, le stagiaire aura appris, donc on vous dit exactement quel est l'objectif. On demande à celui qui va, le prestataire, le pourvoyeur de service, on lui dit qu'à l'issue de la formation, le stagiaire aura pris connaissance des fonctions et des compétences nécessaires au chargé de PAO. Il se sera approprié l'outil InDesign et Illustrator. Donc après, on donne clairement les éléments de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent, les méthodes et les moyens pédagogiques. Donc, par exemple, là, on nous dit que la formation aura lieu dans la direction commerciale, qui est une place centrale de Annaba, dans une salle équipée, ainsi de suite. Donc, on vous dit, c'est pas la peine dans votre offre d'envisager le transport pour ramener peut-être un vidéoprojecteur, des machines, ou bien de ramener des. Donc là, on vous dit, c'est au niveau de leur direction que ça va se faire et qu'ils ont les moyens. Puis, on donne les dates. Par exemple, ici, on vous dit que ça va être en 2 sessions, une en septembre et l'autre 3 semaines plus tard. Et puis, les modalités d'évaluation, très important. Donc, ici, on vous dit que les modalités d'évaluation, il y en a 2. Il y a une première évaluation en fin de stage qui est effectuée par l'OPUS. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont enseigner, mais ce n'est pas eux qui font l'évaluation. C'est le demandeur qui va faire l'évaluation. Et puis, il y aura une autre évaluation à froid entre 6 mois et 1 an après qui, elle, sera faite par l'organisme de formation. Puis, il y a le coût général et donc là, c'est, comment dire, c'est des détails importants aussi, mais c'est des détails financiers. Là, j'ai pris un autre exemple. C'est un exemple qu'on avait vu un peu plus en détail l'an passé. C'est un cahier de charge d'ouverture de filière à rayonnement national. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé par notre ministère. Donc, vous pouvez voir à peu près comment est agencé ce cahier de charge, qui est très important, très intéressant, hein. Et en fait, on va voir un autre. Donc là, on va voir un troisième exemple plus près de ce que nous avons comme objectif, c'est-à-dire le cahier de charge dans l'offre de formation. Et quand on dit l'offre de formation, c'est plutôt dans le LMD. Donc, l'offre de formation se présente sous forme d'un cahier de charge. Donc, ce que nous faisons, l'équipe de formation en général, où nous enseignons, nous maintenant, nous enseignons, nous intervenons dans des modules qui font partie d'une offre de formation. Alors, cette offre de formation, quand elle a été présentée à la tutelle, elle a été sous forme, donc, c'est un cahier de charge. Elle explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques des unités de formation qui la composent. Elle précise en particulier les objectifs de la formation, l'organisation semestrielle des unités, l'articulation des unités d'enseignement entre elles, parce que là, il faut réfléchir l'offre de formation comme un tout. Les volumes horaires de formation correspondant aux enseignements, l'encadrement pédagogique, les passerelles, les modalités d'évaluation, etc. Donc, voir d'une manière... Pour illustrer cela, on va voir un exemple. Cet exemple, je l'ai pris du site de l'université de Moustagane. Donc, c'est dans les formations, vous allez trouver plusieurs exemples. Je l'ai prise, honnêtement, ça j'avais cherché, je l'avais trouvé par hasard. Mais après, quand j'ai revisité le site plus en détail, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs offres. Donc, celle-ci, c'est une offre de licence académique de génie civil.
Cette première page, vous la trouverez partout. Donc ça, c'est le canevas du ministère. Il nous demande de détailler ces différents éléments. La fiche d'identité de la licence, la localisation de la formation, les partenaires extérieurs. Donc les partenaires extérieurs, ça peut être d'autres universités au niveau national. Ça peut être aussi des universités à l'international, comme ça peut être des partenaires de l'environnement socio-économique. Donc, le premier point, donc le numéro 3, pardon, c'est le contexte et objectif de la formation. Donc là, on doit donner le positionnement de notre formation, donc de leur formation en fait, en l'occurrence. Là, l'équipe de formation, donc j'ai pris, donc honnêtement, j'ai beaucoup été, j'ai été impressionnée, je dis le mot, par cette formation, tant elle est bien, elle est fine. Ils abordent, c'est vraiment un cas. J'avais dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la définition, un cahier de charge, ça donne de manière exhaustive les détails, alors c'est ce qu'ils font ici. Ils rentrent dans les détails sans vraiment fermer. Donc, ils donnent le cadre général et après, c'est à l'enseignant d'adapter, de faire le choix dans tout le panel de ce qu'ils lui donnent comme choix. Donc, il y a une large palette de choix et c'est à l'enseignant de choisir parmi cette palette. Donc, mais c'est vraiment très, très exhaustif. Là, donc, dans l'objectif de la formation, c'est une licence académique, c'est un cursus donc, de licence génie civil qui vise à donner à l'étudiant une base scientifique et technologique assurant la maîtrise des connaissances académiques et pratiques dans les différents domaines de construction. Là, regardez, outre une aptitude professionnelle conduisant à une bonne insertion dans des fonctions d'encadrement, de gestion au sein des entreprises de construction, de suivi de contrôle de projet, cette licence assure à l'étudiant une formation scientifique et spécifique et ainsi de suite. Donc là, ils sont en train de vendre leur projet, bien que cette licence soit une licence académique, mais en fait, ils préparent l'étudiant à aller vers le monde professionnel. Ensuite, pour les compétences visées, donc cette formation vise à former des cadres pour le secteur du génie civil, du bâtiment, des travaux publics de manière générale, et plus particulièrement les entreprises, les bureaux d'études et les cabinets d'expertise. Il faut dire aussi que le domaine s'y prête. Hein. Donc déjà, on est dans le génie civil. Le pays l'Algérie est un pays qui est quand même toujours en expansion. Et ça évolue. Il y a beaucoup de construction. Donc vraiment, très belle licence, mais quand même, ils ont été chercher quelque chose, une valeur ajoutée, c'est que par ailleurs, ils disent, on assiste à l'éclosion d'un domaine porteur en termes d'employabilité et de recherche, qui est en pleine évolution technologique. Il s'agit d'élaboration de nouveaux matériaux. Donc là, ces derniers font appel à l'introduction de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d'exécution et ainsi de suite. Donc là, ils sont vraiment en train de vendre leurs produits. Ils disent aux étudiants, faites notre licence, ça vous formera, donc vous serez des cadres dans le génie civil, il décline différentes phases d'un projet, mais aussi il y a, si vous êtes plutôt dans l'innovation, il y a possibilité de partir sur cet axe-là. Enfin, donc, ils vont donner les potentialités régionales et nationales d'employabilité, et ça, c'est très important, ça rentre dans le contexte. Qui suis-je? Où suis-je? Donc, une licence à ANEB, ce n'est pas la même, différente. Donc, si je donne l'exemple en particulier de mine ou métallurgie, faire une licence de mine, en principe, à ANEB, on devrait être beaucoup plus attractif et percutant, parce que nous avons le Hachar à côté, nous avons l'école des mines. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons l'école des mines. Donc ça, c'est un contexte très important et il faut mettre ces atouts en avant. Je ne sais pas, on peut imaginer que les gens qui font de l'économie, pas économie, il y a finance, économie, donc dans l'essence commerciale, il y a le tourisme, donc on devrait y retrouver quelque chose au contraire, peut-être une licence professionnalisante dans le tourisme, parce qu'Annaba est une ville qui s'y prête. Donc, il faut aussi que votre offre cadre, c'est-à-dire tire profit de votre contexte et elle soit inspirée de là où vous êtes, des demandes, d'une vraie demande de notre société.
Alors là, pour revenir à cette licence-là, on leur dit que les débouchés professionnels, et regardez, hein, bien que ce soit une licence académique, ils n'oublient pas l'aspect professionnel, parce qu'aussi c'est très très important. On ne forme pas uniquement des étudiants pour être des enseignants, il faut qu'ils soient compétitifs sur le marché du travail. Et ça, c'est en fait un élément très très important, je dirais même un élément fondateur dans le système LMD, parce que le système LMD, on l'a mis en place, et il repose sur deux axes fondateurs que sont la mise aux normes internationales de l'enseignement en Algérie et puis la création d'une synergie entre l'université et son environnement socio-économique. Et c'est pour cela que ces gens-là font toujours, c'est même pas, c'est-à-dire c'est même pas un clin d'œil, on est en plein dedans. On est en plein dedans dans le marché du travail. Donc là, les débouchés professionnels au niveau des cadres sont importants dans toutes les phases d'une opération de construction. Bon, là encore, on est dans le génie civil, donc il y a plusieurs phases. Il y a la programmation des travaux, le calcul des ouvrages, la conduite et le suivi des travaux et le contrôle, la maintenance et enfin le suivi des chantiers. Donc, c'est du pain béni. L'autre, donc, si je me réfère à non, pardon. Les potentialités, on vient de voir les potentialités dans le sommaire donc, qu'on avait tout à l'heure. Il y a ensuite les passerelles vers les autres spécialités. Et là, je peux vous garantir, bon, de toute façon, je vous ai mis le lien, vous pouvez visiter et vous allez voir que ces gens-là ont mis plusieurs passerelles. Donc, il y a une très grande ouverture de leur licence. Déjà, donc c'est vrai qu'ils prennent c'est-à-dire, ils prennent des étudiants, bien sûr, du baccalauréat, mais peut-être à partir de la deuxième année, il y a des passerelles. Donc, ils acceptent et ils offrent des passerelles. Donc, vraiment, ça donne plus d'attraction. C'est-à-dire que l'étudiant, il ne se sent pas, comment dire, piégé. Il peut changer d'horizon. On lui offre plusieurs passerelles. Et on peut venir d'autres licences aussi. Et puis, il y a le F, je l'ai sauté, j'y reviendrai par la suite. Et puis, ça, c'est le point G, donc l'évaluation de l'étudiant par le biais du contrôle continu et du travail personnel. Moi, je n'ai mis là, ici, que les intitulés, les sections, mais je vous conseille vivement d'aller consulter en entier le PDF du document. Vous allez voir le souci du détail qu'il donne à chacune des rubriques. Donc, c'est un plaisir de lire. Là, pour le contrôle ou l'évaluation pour le contrôle continu, donc là, premier point, proposition relative aux matières avec travaux dirigés. Donc, ils vont noter la préparation des séries d'exercices, les interrogations écrites, la participation des étudiants aux travaux dirigés, l'assiduité. Donc, leur souci, en fait, ils le disent dès le départ, ils disent qu'on veut qu'il y ait une homogénéité. Ils ne veulent pas qu'il y ait une disparité entre le groupe. Et ils sont partis, et ils le disent clairement, c'est-à-dire que celui qui va après c'est-à-dire l'équipe qui va enseigner, qui va être le prestataire de cette offre, de ce cahier de charges, elle sera imprégnée des principes directeurs de l'équipe qui a mis en place cette offre de formation. On dit de prime abord, on est là non pas pour piéger l'étudiant, mais pour le mettre dans les meilleures conditions pour progresser. Parce qu'il faut qu'ils se sentent en confiance de par le fait que donc ils vont dans le détail comment on va noter, donc il y a des tableaux que j'ai pas mis tout, donc par le détail comment on va noter dans un souci d'harmonie, parce que c'est une licence, vous savez que le nombre est très grand et ça reste toujours un problème de noter, surtout là on est sur les travaux, donc ça c'est le travail continu, hein, c'est pas l'examen. L'examen, donc plus ou moins. Mais pour le travail continu, et ça permet aussi que l'on parte essentiellement sur ce travail continu. Donc, c'est l'effort de l'étudiant en dehors de l'examen, tout au long de l'année. Alors, le cas des unités méthodologiques, c'est-à-dire là où on a des travaux pratiques, dans le détail aussi des notes. Alors, à propos des matières transversales maintenant et des découvertes, et de découvertes n'ayant pas de TD et de TP. Donc, l'harmonisation du contrôle continu. Donc, pour le troisième point, ils donnent plusieurs, moi, je n'ai pas mis le détail, mais ils offrent à l'enseignant
plusieurs possibilités de comment valoriser ce travail. C'est vrai qu'il n'y a qu'un examen, mais on nous donne des possibilités. Par exemple, des vidéos à visualiser, peut-être des plans à voir, des bâtis, donc beaucoup de choses, des films à voir. Et c'est à l'enseignant par la suite, on lui propose. Parce que là, c'est des propositions, c'est le cadre général que l'on est en train de poser. Et on lui dit, après, c'est à l'enseignant, d'ailleurs, on le dit clairement, c'est à l'enseignant, effectivement, de choisir le mode par lequel il va valoriser l'effort de l'étudiant. Donc après, il revient donc sur l'harmonisation du contrôle continu des TD et du TP en donnant vraiment des pourcentages pour chaque effort. Deuxièmement, donc là, on était dans l'évaluation du contrôle continu. Là, on est sur le travail personnel de l'étudiant. Alors, le devoir à domicile, les mini-projets de cours, le compte-rendu d'une visite, d'une sortie pédagogique, d'un stage de découverte ou d'imprégnation. Donc, ils font des sorties, donc ils proposent beaucoup de choses à l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant a l'embarras du choix, si vous voulez. Il prendra ce qu'il voudra et après, c'est à lui de voir comment… Donc, toutes ces rubriques-là sont documentées à l'intérieur de ce cahier de charge. La participation à des manifestations scientifiques. Donc là, même un étudiant en licence, regardez, il l'encourage à partir. C'est pas en groupe, c'est un travail personnel de l'étudiant, mais s'il le fait, il sera valorisé. Donc, il est tout le temps, il sent que tout effort est récompensé, l'étudiant. Enfin, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parfois, nous avons des étudiants qui partent voir des logiciels qui sont… Et donc là, pour eux, c'est un bien, mais essayons aussi de faire en sorte qu'ils sauront que cet effort est récompensé. Là, je prends la fiche, donc après, c'est les moyens humains que je vais sauter, les capacités d'encadrement et ainsi de suite. Donc, c'est le 4e point dans le canevas. Je passe aussi le 5e point, et donc c'est le grand 2, c'est la fiche d'organisation semestrielle des enseignements et de la spécialité. Donc dans le 4 et le 5, vous allez donner les capacités d'encadrement donc d'un département. Maintenant, les licences, ça appartient au département. Tous les enseignants du département peuvent y intervenir. Donc les capacités, j'imagine que ce sont celles du département. On va donner l'équipe interne, l'équipe externe. C'est intéressant aussi qu'il y ait des gens de l'extérieur qui interviennent. Et puis, pour les moyens matériels, il faut dire si on a besoin de manière particulière. Voilà, donc en particulier, si on va partir sur les entreprises, peut-être qu'on aura besoin de transport, que sais-je moi. Donc, il faut définir tout ça dans le cahier de charge en clair. Là, je voulais vous montrer cet exemple pour revenir sur quelque chose que vous avez certainement vu dans le montage de l'offre de formation, parce que vous avez une thématique sur ça aussi, le montage de l'offre. Vous avez certainement vu que là, c'est vraiment très clair. Et ça, n'oublions pas, c'est l'offre de formation. Donc, c'est des gens qui se sont réunis, qui ont discuté et qui ont essayé, qui ont mis en place ça. Donc, ça, par exemple, c'est le premier semestre. Vous remarquerez, je vais prendre deux matières, l'informatique 1 et la langue étrangère 1. C'est des matières qui ont le même coefficient de 2, mais qui ont des crédits qui sont différents. Donc, 4 pour la première et 2 pour la seconde. Donc, pour la première matière, l'informatique, donc on juge en fait, le crédit, c'est on essaie de quantifier le volume horaire que passe l'étudiant sur cette matière-là. Et le coefficient, c'est son importance parmi toutes les matières de l'offre. Et là, donc, vous voyez comme ils ont la même importance, informatique et langue étrangère, donc de 2, mais probablement on se dit qu'on va avoir plus de temps passé sur l'informatique, que l'étudiant passera plus de temps sur l'informatique, enfin en fait le double du temps sur l'informatique que sur la langue étrangère. Alors voici un exemple, après dans l'offre de formation, on doit détailler le programme de la matière. Parce qu'il ne faut pas arriver à une situation où on est enseignant, on choisit un module et on nous dit, tiens, vous allez enseigner ce module-là, qu'on le choisisse ou non. Donc, on nous donne, c'est notre charge, je vais enseigner un module. Et parfois, je me retrouve dans l'offre de formation avec quelque chose qui est très, très léger. On me donne, c'est bien,
parce qu'on me donne la latitude de faire ce que je veux. Mais est-ce que ce que je veux est en accord avec toute l'offre? Peut-être que je vais répéter des choses qui sont dites ailleurs. Et c'est pour ça que je remercie ces gens-là, parce qu'ils ont vraiment le contenu qui est détaillé, les objectifs bien posés, le contenu détaillé. Donc là, j'ai choisi un module qui est les métiers en sciences et technologies. Et là, vous voyez le contenu. C'est un contenu qui est exhaustif. Très bien, c'est-à-dire que si je prends demain, je pourrais enseigner ce module les yeux fermés, hein, façon de parler, parce qu'on me donne tout pratiquement, on me guide vraiment. Donc là, c'est une bonne évaluation, pardon, ils ont bien élaboré dans leur projet, mais en plus, ils facilitent sa mise en place, sa mise en œuvre. Parce que ce n'est pas eux qui vont le mettre en œuvre, c'est les gens qui vont enseigner qui vont le mettre en œuvre. Et donc, l'élaboration, si elle est bonne, l'effort de conception est bon, après la mise en place n'est que facilité. C'est-à-dire que l'enseignant va chercher, son effort sera autre chose. Là, donc, là, on le dit que le travail personnel, on dit en fait comment il sera noté, le travail personnel de l'étudiant pour cette matière. Alors, l'enseignant chargé de cette matière peut faire, donc on suggère en fait, n'oublions pas, là, c'est l'offre de formation. Donc, peut faire savoir à ses étudiants qu'il peut toujours les évaluer en leur proposant de préparer, parce que c'est un module là, c'est une unité de découverte. Et donc, il n'y a qu'un mode d'évaluation, c'est l'examen qui est 100%, mais quand même, on peut demander à l'étudiant, donc on peut leur dire qu'on va les évaluer en leur proposant de préparer des fiches de métier, par exemple. Donnons aux étudiants, on peut leur donner à visionner chez eux un film de vulgarisation scientifique en relation avec le métier choisi. Après leur avoir remis soit le film sur support électronique ou leur avoir indiqué le lien Internet vers ce film. Regardez le souci du détail qui est dans l'offre. Leur demander de remettre ensuite un rapport écrit ou de faire une présentation orale du résumé de ce film, etc. La bonification de ces activités est laissée à l'appréciation de l'enseignant et de l'équipe de formation qui sont seuls aptes à définir. Donc là, ils font tout ça et après, ils se mettent un peu en retrait, par respect à l'enseignant. On peut aussi leur demander un travail de groupe qui consiste en l'élaboration de fiches de poste pour des métiers de chaque filière à partir d'annonces de recrutement. On leur donne un site, par exemple, pour le recrutement et on leur dit, vous allez chercher des offres pour un métier en particulier. Une filière par groupe, donc selon les capacités des établissements, préconisez de faire appel aux doctorants et anciens diplômés de l'établissement dans un dispositif de tutorat s'il est mis en place, où chaque groupe, donc là aussi, on donne quand même encore une ouverture sur le tutorat, où chaque groupe pourra faire appel à son tuteur pour élaborer la fiche de poste et découvrir les différents métiers du ST. Parce que là, on est sur la filière, sur le domaine, pardon, ST. Quand j'avais dit que le mode d'évaluation, donc il est à 100% pour l'examen. Et puis enfin, vous avez des références, une liste donc exhaustive de références bibliographiques. En fait, ça c'était un exemple. Et là, c'est une matière donc de découverte. Hein, donc vous pouvez imaginer que les matières de spécialité, c'est encore plus détaillé. De toute façon, c'est bien. On va dans le détail. Maintenant, ça c'est l'offre de formation. Ça c'est le cahier de charge. À notre niveau, moi, je voudrais aborder autre chose, c'est que nous, on est des enseignants et comment on va s'approprier cette offre, ce cahier de charge, c'est via comment on le met en place. Hein. Donc, la mise en place, c'est via, bien sûr, notre enseignement, mais notre mini, si vous voulez, cahier de charge, c'est notre syllabus. C'est pour ça que le syllabus aussi, il est très, très important dans l'action de formation. Il va de pair avec l'offre bien sûr que l'offre de formation, c'est l'élément fondateur, c'est à partir de là qu'on va construire. Mais là aussi, le syllabus, c'est l'appropriation de l'enseignant de cette offre de formation. Donc là, bien sûr, il y a les détails. Les prérequis, donc dans l'offre, on donne les prérequis. En principe, on essaye au maximum de s'y conformer. Voilà. Et on suppose, en fait, on part du postulat que l'offre, elle est bien montée.
les gens ont fait l'effort de réflexion, un effort de conception tout à fait louable et correct. Et donc là, mais on peut aussi, il nous laisse quand même une latitude de s'approprier l'offre. Après, vous remarquerez aussi que dans l'offre, il est prévu de faire les objectifs. Mais dans le syllabus, en l'occurrence le syllabus de l'université d'Annaba, moi je le trouve très intéressant parce que regardez, il nous fait justement partir vers cette professionnalisation, vers les compétences. Qu'est-ce qu'on veut que l'étudiant ait comme compétences? Vous savez, c'est vrai, l'objectif général de la matière, mais quels sont les objectifs d'apprentissage? Là, quand on parle de l'objectif d'apprentissage, d'ailleurs, ça commence par des verbes d'action. Je veux qu'il sache, par exemple, faire enfin, je sais pas, en droit, peut-être écrire un plaidoyer, je sais pas, écrire un poème, je sais pas si on peut demander ça à un étudiant, en tout cas faire une lecture analytique, donc là on peut des choses, écrire un programme pour l'informatique, faire un plan je sais pas, en architecture, donc plein de choses, des choses, donc c'est des objectifs d'apprentissage. Et puis vous allez mettre le contenu de votre matière, mais quand l'offre de formation elle est bien faite, vous allez essayer principe globalement de la suivre. Sauf si vous sentez une lacune, vous pouvez rajouter quelque chose au préalable. Et puis, nous avons les modalités d'évaluation. C'est vrai que vous avez vu par exemple dans l'offre de formation précédente, là j'ai pris l'exemple d'un module de découverte, mais on a dit on peut laisser des petites latitudes aux étudiants, mais s'il y avait un module mais on avait le travail continu, là c'est l'occasion ou jamais de dire comment en détail, comment on va évaluer les TD, les TP ou autre chose. Le projet de classe, le projet de l'étudiant et ainsi de suite, le travail de groupe. Et puis, une autre manière que j'aime beaucoup de s'approprier un module, c'est les références. Bien que dans l'offre de formation, on vous donne des références, mais il ne faut pas oublier cette rubrique tirant son profit, si vous voulez. Parce que nous sommes dans des universités, il se pourrait que dans notre université, on ait des livres qui peuvent être mis, donc qui n'étaient pas dans ce qui est prévu dans l'offre de formation, mais que nous avons dans nos départements, que nous avons dans la bibliothèque de l'université. Pourquoi ne pas en faire profiter les étudiants? Il se pourrait aussi que cette année, l'offre peut dater de 2, 3 ans, je ne sais pas, 4 ans, voire 4 ans. Il se pourrait qu'il y ait de nouveau, par exemple, et j'ai aimé dans cette offre surtout, que dans leur partie référence, ils font référence à des ouvrages de l'OPU, à des ouvrages de maisons d'édition algériennes. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est quand même des livres, il faut faire aimer. L'université, on est en train de former. Si les étudiants ne lisent pas à l'université, quand est-ce qu'ils vont le lire? Ils vont lire, pardon. Et puis, les maisons d'édition algériennes, ils ont quand même des prix abordables. Idem pour l'OPU, qui est même les maisons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, c'est pas l'OPU, les maisons d'édition algériennes offrent des prix raisonnables, les prix donc pour les livres universitaires, les prix ne sont pas exagérés, c'est très raisonnable, on pourra les inclure, il faut veiller à les inclure dans les références. Et puis, profiter des livres qui existent au niveau de notre université ou de nos départements respectifs. Voilà, donc ça c'était pour la première partie du cahier de charges. Je vais vous proposer un premier atelier sur la thématique donc, du cahier de charges. Et si vous voyez l'image que j'ai mis là, c'est l'image d'un atelier de cuisine. Pourquoi l'atelier de cuisine? Parce que c'est un atelier, mais c'est un atelier dans lequel on va consulter beaucoup de gens. On va consulter ce qui se fait, les tendances. C'est comme pour la cuisine. Donc là, on est en période de fête, hein, et les gens font des gâteaux à la mode. C'est la même chose. Pour ce donc-là, il faudra que dans l'offre de formation, on voit ce qui se fait comme offre. Donc ça évolue, c'est des domaines, surtout dans les domaines de technologie. Donc il faut partir sur ce qui se fait. Il y a des choses, il y a des nouvelles choses. Il faut pas rester dans ce qui est obsolète.
Donc, on va consulter ce qui se fait de nouveau. On va consulter les experts aussi en cuisine. Vous avez, je sais pas, on peut imaginer que les mamans, les grands-mères, je sais pas, une voisine qui sait faire des gâteaux, on va la consulter. Donc, il faut consulter les experts. Il faut consulter les équipes qui est avec nous. Donc, l'offre de formation, là, l'atelier de cuisine, c'est vraiment l'analogie qui s'y prête le mieux pour un atelier, parce que dans une offre de formation, il faut consulter, il faut voir vraiment ce qui nous entoure, les moyens qu'on a, parce que quand on fait aussi un repas ou comment dire, un plat, il faut voir ce qu'on a, les moyens que nous avons. Et donc, si nous, il ne faut pas faire un plat qui va donc dans un four si on n'a pas un four, sinon il faut réfléchir comment le faire. Donc, vous voyez, nous avons des moyens, il faut les utiliser. Et si vous avez des moyens, il faut vraiment les rentabiliser, ces moyens-là. Si vous avez un four, autant l'utiliser. Et consulter les experts, voir ce qui se fait, donc ce qui est là, voir les gens qui vont se dire, bon, globalement, les mamans diront que c'est les enfants qui vont dire, alors autant, pardon, qui vont manger les gâteaux, alors autant leur demander ce qu'ils aiment, donc il faut voir ce que demande notre environnement socio-économique. Et en guise d'atelier, donc là, les groupes, donc ce que je vous demande, c'est de créer le cahier de charge pour l'enseignement de la langue étrangère dans les différentes filières. Donc la langue étrangère, et vous pourrez trouver quand même dans cette même offre de formation, celle de l'Université de Montagane, j'ai vu l'offre pour la langue française, pour celle-ci, la licence en génie civil, c'est quand même très bien explicité. Donc je vous demande de faire quelque chose, pas le même, donc avoir encore plus d'imagination qu'eux, et mettre en place donc le cahier de charge pour cette matière-là, parce que souvent ce que j'ai remarqué lorsque les enseignants de langue étrangère, principalement l'anglais, quand ils partent dans les autres départements, on leur dit vous enseignez ce que vous voulez. Et là, les gens sont mal à l'aise et peut-être aussi que les étudiants vont se désintéresser du module. Donc, il faudra aussi que ce module soit très, très bien réfléchi parce que c'est important. L'expression, s'exprimer, quelle que soit la spécialité que vous allez faire, les langues, c'est vraiment une porte ouverte sur d'autres cultures, sur d'autres connaissances. Et donc, réfléchissant, je sais que vous avez déjà fait des cours, donc vous avez déjà des groupes. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas ensemble pour recréer, peut-être pour éventuellement rebalancer les groupes. Mais bon, on va garder les groupes que vous aviez déjà eus lors du dernier atelier. Et vous allez donc expérimenter, pourquoi pas, c'est encore à quelque chose malheureux, bon, hein, donc c'est l'occasion de travailler avec d'autres moyens de communication entre vous, donc vous pouvez vous partager, donc faire le travail collaboratif, hein, donc c'est très bon moyen, très belle occasion de l'apprendre, faire des visioconférences, donc faites ce que vous voulez, mais bon, à la fin, vous allez me restituer ce travail-là, donc via soit sur la plateforme, donc je vous encourage aussi tout à fait à utiliser la plateforme e-learning de l'université. On peut aussi dialoguer via le forum qui nous est donc dans notre rubrique, nous avons une rubrique pour les enseignants nouvellement recrutés, mais pour la remise du travail, vous pouvez tout à fait le faire en m'envoyant donc votre cahier de charge sur mon adresse email. Voilà. Sur ce, je termine cette première partie et on se reverra dans une seconde vidéo donc pour la suite de la mise en place et le pilotage de l'offre de formation via donc la feuille de route. Voilà, je vous dis au revoir.